Bon, vous avez tous mis le masque. Bien. Le conférencier m'a prié de présenter sa conférence, la face cachée du masque. Il y aura un exposé que le sieur Godel va vous lire. Cela dure à peu près 50-55 minutes. Puis, avec le sieur Nézer, vous pourrez voir un diaporama de masques spécifiques du théâtre japonais. La Suisse peut légitimement se prévaloir de compter parmi ses éminents artistes deux très grands sculpteurs de masques de théâtre contemporains, l'un et l'autre. Le Bâlois Werner Straub et le Zurichois Erhard Stiefel. J'ai fait la connaissance de Werner Straub au début des années 60, alors qu'il sculptait des masques en solitaire à l'insu de tous. J'étais à l'époque un acteur débutant et je rentrais tout juste de Paris, où j'avais suivi les cours de Jacques Lecoq, qui enseignait dans sa célèbre école, sis alors à la rue du Bac, la technique de la pantomime, du jeu du masque et de la commedia dell'arte. Ma rencontre avec Werner a été autant déterminante pour lui que pour moi, puisque nous avons travaillé ensemble pendant les années qui ont suivi, lui en me présentant les masques qu'il venait de créer, et moi en les animant physiquement sous ses yeux. Ces confrontations débouchaient forcément sur des discussions passionnantes. Je dois aussi à Werner Straub de m'avoir fait découvrir les traités sur le théâtre No de Ziami, dont la traduction française venait de paraître aux éditions Connaissance de l'Orient chez Gallimard. C'est de même que j'ai contribué à faire connaître Werner Straub dans les milieux théâtraux auxquels j'appartenais alors, dont le théâtre de Carouge, où je l'ai mis en relation avec François Simon et mon condisciple et très cher ami Jean-Marc Stélé. Ses premiers pas ont ouvert à Werner la voie qui l'a conduit plus tard au Deutsches Theater à Berlin. C'est là qu'a débuté sa collaboration avec Benno Besson et son scénographe Horst Zagert. Par la suite, et jusqu'à sa disparition, nos destinées se sont croisées dans plusieurs réalisations théâtrales, dont Le Malade imaginaire, mise en scène par Guillaume Chevière, ici présent. Salut Guillaume. Quant à Erhard Stiefel, j'ai fait sa connaissance à la fin du siècle passé. Établi depuis longtemps à Paris, il a effectué sa carrière de sculpteur et de scénographe au Théâtre du Soleil auprès d'Ariane Mnouchkine, pour les réalisations de laquelle il a créé un grand nombre de masques. Erhard m'avait mis en contribution pour les représentations de No, données par le chef de la lignée Kanzei Kiyokazu, en 1997 à la Villette à Paris, dont il avait conçu et dirigé la construction de la scène de No. Je suis pour ma part très heureux d'avoir été à l'origine de la première et vraisemblablement unique rencontre entre Werner Straub et Erhard Stiefel, lors d'un déjeuner à Genève en décembre 2002. Les deux artistes se connaissaient de réputation, mais ne s'étaient jamais rencontrés. C'était à l'occasion de l'exposition Fleurs d'automne, costumes et masques de No au Musée Rat à Genève, pour laquelle j'officiais en tant que commissaire. Mon mandat comprenait notamment l'organisation de 3 représentations exceptionnelles de théâtre No, données par les grands maîtres de la lignée Kanzei, placées sous la direction de mon ami, acteur et maître de No, Kizuki Takayuki. Erhard avait mis à notre disposition la scène de No qu'il avait fait construire pour la Villette. J'ai donc profité de sa présence à Genève pour lui faire rencontrer Werner, que j'avais également invité à assister aux représentations. Le monde des esprits,
disait Jean-Paul Richter, n'est qu'une partie de notre monde intérieur. Le moi ne redoute que le moi. Depuis l'ombre de Darius, dans les Perses d'Échille, plus ancienne pièce connue du théâtre universel, depuis l'ombre de Clytemnestre, dans les Euménides d'Échille, de Polydore, dans les cubes d'Euripide, depuis aussi les dieux, les demi-dieux, les nymphes et autres figures fantastiques apparaissant dans le théâtre ancien des Grecs, depuis l'ombre de Tantale, dans le Thyeste de Sénèque, l'ombre de Thyeste, dans son Agamemnon, ou encore celle d'Agrippine, dans l'Octavie du pseudo-Sénèque, mais aussi toutes les figures spectrales des chants épiques d'Homère, de Virgile, d'Ovide ou de Stace, jusqu'aux apparitions fantastiques du théâtre élisabétain, esprits, démons, revenants et autres créatures extraordinaires n'ont cessé de marquer le théâtre universel de leur empreinte et d'investir la réalité même du lieu scénique en y prenant une place prépondérante. Les théâtres d'Orient n'ont pas été en reste par rapport à ceux d'Occident. Les formes théâtrales indiennes, indonésiennes, chinoises ou japonaises, pour ne citer qu'elles, grouillent de figures fantastiques, divines ou démoniaques. À elles s'ajoute une pléiade de caractères, de types de rôles plus réalistes que la simple reproduction du réel ne suffirait pas à exprimer sur le plan artistique. Pour les représenter, les pratiques théâtrales ont eu recours dès les origines à l'utilisation du masque. Le masque désigne, transpose, raconte, stylise et amplifie l'effet produit par la figure représentée, que le genre théâtral soit tragique ou comique. Ainsi, les masques de la commedia dell'arte. Dans son école à Paris, Jacques Lecoq utilisait communément le verbe « chausser » pour qualifier l'action d'appliquer le masque sur son visage. Le masque de la commedia se chausse donc sur le visage comme on chausse une botte sur le pied. Cela s'explique dans la mesure où le matériau dont est fait ce masque est le cuir et que sa fabrication relève du travail du bottier. On sculpte un visage caractéristique dans un bois plus ou moins dur, chêne ou tilleul, puis on pose sur cette forme un morceau de cuir mouillé, et à l'aide de divers outils spécifiques, on lui fait épouser les creux, les sillons et les bosses qui en infléchissent l'expression. Une tradition italienne qui s'était perdue au début du XIXe siècle. Technique à la fois artistique et artisanale, elle avait été réhabilitée au milieu du XXe siècle par le sculpteur Amleto Sartori, à la demande de Giorgio Strehler, qui lui avait commandé les fameux masques de son arlequin valet de 2 mètres. C'est donc cette technique que le vieux Sartori, en personne, avait transmise à la fin de sa vie dans une longue lettre manuscrite à Werner Straub. Mais le cuir n'est de loin pas le seul matériau dont on peut faire un masque. Werner l'avait compris en découvrant notamment le pouvoir fascinant des masques du théâtre No. Le masque de No est taillé directement dans du bois, le cyprès du Japon surtout, parfois le camphrier. Objet rigide, souvent plat et étroit, ce masque-là n'emballe pas le visage comme une seconde peau à l'instar du masque en cuir. C'est pourquoi Nicolas Bouvier, pour qualifier le geste que fait l'acteur de No au moment de mettre le masque, disait qu'il l'apposait sur son visage plutôt qu'il le chaussait. Apposer, c'est-à-dire poser sur, appliquer et non pas greffer. Le personnage dont le masque est l'effigie paraît ainsi porté en avant par l'acteur et présenté par lui comme une offrande au public.
D'ailleurs, s'agit-il vraiment d'un personnage au sens où on l'entend dans le théâtre occidental? La figure centrale d'un eau, le chité, est tenue en suspens dans le vide. C'est une plante qui ne peut croître qu'en un espace totalement dépouillé. Pour cette raison, comme se plaît à le dire Valère Novarina, il vaudrait mieux l'appeler une personne. Lorsqu'on voit un acteur de naux faire son entrée en scène et venir s'arrêter au centre du plateau, on est toujours saisi par le même sentiment. Il porte le rôle, le dépose, puis il recule et le laisse faire, le laisse agir. L'espace scénique résonne comme une caisse vide. Si sur la scène du théâtre occidental, il y a toujours un objet qui traîne, sur la scène de naux, il n'y a rien. Un phénomène qui relève du prodige. Maurice Pinguet l'a superbement exprimé. Un être est là, dit-il, halluciné, rêvé, rêvant, qui répète non l'événement, mais sa trace. Au bord du néant, l'homme seul est son désir. La réalité de la scène transcende celle de la vie réelle. Elle montre des choses, des phénomènes, des créatures telles qu'on ne les voit pas dans la vie réelle. La réalité de la scène est par conséquent plus complexe à saisir, apparemment du moins. Comment peut-elle assumer l'interprétation d'un dieu, d'un spectre ou d'un démon qui ne possède aucune réalité? Qu'en est-il des figures surnaturelles? Dans sa préface au récit fantastique de la Chine ancienne, Jacques Dars, qui a dirigé la collection Connaissances de l'Orient pendant de longues années à la suite d'Étienne aux éditions Gallimard, écrit ceci. Je cite. Fantômes, revenants, démons, ghouls, spectres, lémures, cadavres animés, poltergeister, squelettes ambulants, monstres divers, tout cela en chinois s'appelle globalement gui, un terme que l'étymologie populaire rapproche de l'homophone gui, revenir. C'est l'ensemble de ces phénomènes occultes, insolites, troublants, voire fatals, qui a, entre autres, stimulé de tout temps l'imagination des Chinois. La cohérence de leur système de croyances est remarquable. Et pour l'apprécier, il faut rappeler que l'univers repose sur l'alternance ou le jeu du yin et du yang. Le yin est le principe fromel de l'obscurité, du froid, de l'inertie, de l'humidité. Le yang est le principe mâle de la clarté, de la chaleur, du mouvement, de la sécheresse. En se séparant, yin et yang ont formé la terre et le ciel. En se mélangeant, ils ont donné naissance à toutes les créatures. Or, cette dualité cosmique se retrouve dans le microcosme qu'est l'homme. Il possède et est animé par deux sortes d'âmes, spirituelles et sensitives, qui l'animent et coexistent en lui durant sa vie. Après la mort, l'âme supérieure se dissocie de l'âme inférieure, elle quitte le corps et devient Shen, esprit transcendant. Les Shen, ou esprits, surtout ceux de grands personnages, dûment honorés par des cultes réguliers, sont généralement bienfaisants. Pour obtenir la pluie, de bonnes récoltes, une protection, on leur adresse, assorties d'offrandes, des prières qui restent rarement exaucées, inexaucées. Quant à l'âme sensitive, elle reste dans le corps après la mort, puis, selon sa force, s'éteint et disparaît après un temps plus ou moins long, et le corps tombe en poussière. Mais c'est cette force non épuisée de l'âme sensitive
qui, devenant Gwe, fantôme, démon, spectre, monstre, etc., va, malgré la mort, pouvoir réanimer un cadavre, ou son double, ou animer des objets en contact avec lui, suscitant par là des prestiges, des sortilèges, des apparitions. Et c'est ce fantôme ou démon qui, malgré la séparation des deux mondes, du clair et de l'obscur, ira visiter, taquiner, turlupiner ou tourmenter les humains. Dans tous les cas où des manifestations insolites, bizarres ou funestes, troublant l'ordre humain se produisent, des mesures d'apaisement s'imposent. Et les diverses cérémonies funéraires sont effectuées dans ce but. Si un mort est inhumé selon les rites, si les offrandes lui ont été faites, et si sa sépulture n'est pas violée ni dérangée, il n'y a aucune raison pour qu'il fasse intrusion dans le monde des vivants. Il en va tout autrement dans les cas contraires. Et si les morts heureux n'ont pas d'histoire, les morts malheureux, immanquablement, font des histoires. Fin de la citation. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, a dit Baudelaire. Le masque donne la parole à ceux qui n'en ont pas, les cadavres et les fantômes. Au Musée national de Tokyo, les trésors du Horyuji, le plus ancien temple recensé au Japon, sont désormais conservés dans un élégant bâtiment moderne en forme de cube aux lignes claires, réfléchi dans une vasque rectangulaire qu'il faut franchir par une passerelle au fil de l'eau. Dans cette collection figurent peintures sur soie, rouleaux, paravents, bronzes anciens, miroirs, tissus antiques, lacs, objets de culte. On peut y voir aussi un ensemble exceptionnel de 26 statuettes en bronze d'une grande finesse datant du 7e siècle, représentant des Bouddhas et des Bodhisattvas, et plus rare encore, un lot de 30 masques processionnels de Gigaku, datant des 7e et 8e siècles. D'origine continentale, venue de Chine, en passant par la Corée, ces processions de figures masquées se manifestaient par des danses assorties de pantomimes. Elles étaient l'apanage des fêtes de la cour et accompagnaient communément les grandes cérémonies bouddhiques. Hautement respecté, le Gigaku est considéré comme l'une des formes ancestrales du No, qui par ailleurs s'en est approprié plusieurs éléments, comme dont une danse particulière appelée Kusemai. C'est un artiste coréen du nom de Mimashi qui, en l'an 612, implanta au Japon cette attraction spectaculaire, sous forme de petites pièces narratives chantées et dansées, à l'époque où le prince Shotoku, qui était le régent de l'Empire, venait de décréter le bouddhisme religion officielle. À regarder ces masques de près, ces masques de Gigaku, il apparaît que leurs faciès grotesques n'ont que peu de points communs avec la culture japonaise, leurs racines se situant plutôt du côté de l'Inde ou de la Perse antique. D'un aspect monstrueux, voire terrifiant pour la plupart, ils se caractérisent par des nez longs ou proéminents, des yeux exorbités, des oreilles pendantes, des bouches rigolardes, des lèvres épaisses ou des dents agressives. Taillés dans du bois de camphrier ou de paulownia, ils représentent diverses figures issues de l'antique culture chinoise, du nom de Konron, le mont mythique Kunlun en Chine, Gojo, femme du pays de Go, c'est-à-dire la Chine, Goko, prince du pays de Go, Suiko, roi étranger ivre, Suikoju, serviteur
étranger ivre. Taikoji, enfant grand solitaire. Taikofu, père grand solitaire. Chido, chemin de paix. Shishiko, petite fille de maître. Ou encore, des personnages empruntés au panthéon indien, Baramon, le brahman, Kongo, c'est-à-dire Vajrayaksha, Rikishi, Vajravira, enfin Karura, c'est-à-dire Garuda, dieu affublé d'une étrange tête d'oiseau et d'un bec menaçant, capable de défier les serpents nagas symbolisant les puissances chtoniennes. L'engouement pour le gigaku décline au début du IXe siècle. La cour impériale s'étant tournée vers le bugaku, nouvelle forme musicale et dansée venue du continent, dont les masques ne sont pas sans évoquer ceux du gigaku. Le gigaku, toutefois, ne disparaît pas pour autant. Il survit dans des temples disséminés dans les montagnes, même si sa forme s'est quelque peu modifiée. Toutefois, jusqu'à une période récente, ces danses masquées ont servi à des cérémonies d'exorcisme, des rituels d'envoûtement et de désenvoûtement, puisqu'il est avéré que le Horyuji détient aujourd'hui encore 2 masques utilisés à cet effet. Au fil des siècles, le bois de cette tribu de masques du Musée national de Tokyo a travaillé. Il s'est fendu par endroits, ses peintures polychromes se sont effritées. Sous la patine qui les recouvre, ces drôles d'expressions affligées pour la plupart de rictus et de grimaces portent la trace de sentiments archaïques vécus dans un temps lointain, très lointain. Il en va de même des masques de No. Le plus vieux personnage du No est Okina, dont la première trace est bien antérieure au No. Il serait l'avatar d'un dieu archaïque, connu sous de multiples noms, dont celui de Shokoshin, dont la vraie nature est celle d'un dieu indistinct, esprit de l'au-delà, pressenti tel un compagnon invisible. Shokoshin désigne ainsi l'espace potentiel du monde phénoménal. Quant à son avatar Okina, il apparaît tantôt sous les traits d'un enfant, tantôt sous ceux d'un vieillard égrillard. Enfant, il s'appelle Senzai ou Chitose, 2 noms qui signifient le millénaire. Ou encore Enmei Kaja, le jouvenceau qui prolonge la vie. Vieillard, il s'appelle Sambasso, le 3e aïeul, ou encore Chichinojo, le vieux père salvateur. Sa face est tantôt blanche, tantôt noire, son expression presque toujours rieuse, les yeux pleins de malice, la bouche hilare. Il semble à la fois se moquer de tout et détenir un pouvoir surnaturel. Il vient et s'en va. Il revient on ne sait d'où, repart on ne sait où, mais il revient périodiquement. De très loin, en tout cas, de très loin dans le temps. C'est qu'il règne sur le monde des esprits. Il a le pouvoir de diriger les spectres, de faire surgir les revenants. Après tout, il est Dieu. Il semble appartenir à toutes les assemblées divines, au panthéon bouddhiste comme au panthéon du Shinto animiste, où il est connu sous le nom divin de Daikokuten, un avatar de Mahakala, qui est elle-même une divinité du tantrisme indien. Mahakala, comme Daikokuten, signifiant le grand noir ou le grand temps. De Daikokuten, on dit qu'il est l'une des 7 divinités du bonheur, qu'il est le sauveur du genre humain et le protecteur du triple joyau, c'est-à-dire le Bouddha Shakyamuni, la loi établie par le Bouddha et troisièmement, la communauté monastique. Parfois, on le représente, le corps affublé de 3 têtes et juché sur un sanglier.
On l'a aussi peint sous les traits d'un paysan gras et rigolard, portant un grand sac sur l'épaule et foulant de ses pieds 2 grosses balles de riz. Le sac, qui est signe de prospérité, est parfois grignoté par des rats. Ce qu'il contient est la sagesse et la patience. Pareil au sac est le corps d'Okina qui contient plusieurs formes. Mahakala, Daikokuten ne sont pas les seules émanations divines qui habitent le corps d'Okina et qui infiltrent les corps de ses homologues Senzai, Enmeikaja, Sambaso ou Chichinojo. Il est aussi habité par les dieux Shokushin, Matarajin et Kojin. Shokushin symbolise les formes multiples qui font leur apparition sur la scène universelle. Matarajin est l'incarnation du chant et de la danse, mais aussi des actes sexuels. Quant à Kojin, il est le Bouddha primordial, manifesté sous les traits d'une apparition divine. Se présentant comme le Dieu ancêtre de tous les dieux, il est le maître et patron tutélaire des êtres avant leur naissance. Okina est donc tout cela à la fois. Il est issu d'une contrée lointaine qui s'étend bien au-delà des mers, appelée le Tokoyo, ou monde immuable. Lui et ses compagnons pérégrins sont les visiteurs de l'an 9. Au renouvellement de l'année, cette cohorte divine venue de nulle part fait son apparition dans le monde des humains, pour leur apporter la prospérité et le bonheur. Le visage d'Okina est cependant aussi changeant que tout ce qui fait notre monde. Débarquant du monde immuable dans ce monde où tout change, Okina apparaît sous l'aspect d'un humain parmi les humains. Les traits de son visage sont marqués par la dualité qui caractérise les humains, une expression à la fois bienveillante et malveillante, oscillant entre la bonté divine et la méchanceté démoniaque. Je ne peux m'empêcher de faire ici le lien avec les bandes masquées des carnavals montagnards de la Suisse centrale, avec les hordes d'esprits bons et mauvais, beaux ou laids, les Silvesterkläuse d'Urnesch, ou les Reuchegette et Ocini du Lötschental. Entre eux et les visiteurs du Tokoyo, il y a une parenté évidente qui rattache les uns comme les autres aux lois universelles de la culture de notre monde, et il est bon de rappeler ce qu'en a dit Maurice Chapa. Je cite: « Les biens et les lois viennent des ancêtres, et tout est régi par eux, c'est-à-dire par les morts qui ressurgissent à date régulière, au moment où l'année change, à partir du solstice d'hiver. Et ce sont les morts, les enfuis, qui relient les vivants à l'origine, qui empêchent l'éternité de périr, s'ils ne revenaient pas, ce serait encore plus effrayant, et donc maintiennent l'ordre et assurent la continuité des royaumes ruraux, minuscules et infinis. Notre monde, selon nos croyances, tourne entre un paradis et un âge de la promesse, entre un commencement parfait et un futur recommencement parfait, terme bienheureux d'une catastrophe constamment appréhendée. Et notre corps cherche à empoigner d'autres corps entre la sortie de la matrice et le retour à la terre maternelle. Je répète, éternité périssable. Raccrochons-nous à ce pivot, le nouvel an. On inaugure un nouveau cycle temporel et il y a un renouvellement du monde. Dire l'origine, c'est se guérir de la mort, c'est traverser à l'avance l'apocalypse prévue. Fin de la citation. Dans le no Okina, le premier personnage qui entre en scène est porteur d'un coffret. Il s'agit de Senzai, que l'interprète incarne à visage découvert. Le coffret contient les masques des vénérables Okina et Sambasu.
Ces masques, le premier blanc, le second noir, sont des objets hautement sacrés, aussi précieux qu'une relique. À ce propos, Zéami rapporte cette histoire étonnante. Je cite. « Jadis, un homme de Yamashina, guerrier de condition modeste, avait eu l'insigne honneur d'épouser la fille d'un maître de nous. Le beau-père avait sous son autorité toute une troupe d'acteurs et de musiciens. Le gendre, qui pensait se reconvertir au théâtre No, ne savait pas s'il avait les moyens d'exercer ce métier ardu. Il se rendit par conséquent dans un sanctuaire consulter les oracles. Il était en prière, lorsqu'un corbeau qui planait au-dessus de l'enceinte laissa choir un objet qu'il tenait dans son bec. L'homme alla voir ce que c'était et découvrit qu'il s'agissait d'un masque d'Okina. Ainsi ce masque était la réponse du ciel. Ayant compris cela, l'homme put consacrer toute sa vie au No. Sa troupe porta le nom de Yamashina. Il eut 3 fils, qui fondèrent chacun sa compagnie. L'aîné, qui avait hérité de celle de Yamashina, fut pourtant le seul à détenir le privilège de représenter Okina. Chaque année, au passage de l'an 9, sa troupe jouait Okina dans le sanctuaire de Hiei à Sakamoto. Chose incroyable, bien des années auparavant, le fondateur de la lignée Yamashina se trouvait dans ce même sanctuaire le jour où son fils âgé de 3 ans mourut. Le père récita des prières et fit le vœu que tous ses descendants représenteraient désormais le No Okina au passage de l'an 9. Le ciel ne resta pas insensible à cette promesse, car l'enfant mort revint à la vie sur le champ. Fin de la citation. À l'origine, le rôle d'Okina était traditionnellement dévolu au doyen de la troupe. La règle s'est modifiée au XIVe siècle, le siècle de Zéami, qui est mort au milieu du XVe siècle, par la simple volonté du shogun Ashikaga no Yoshimitsu, qui décréta que le rôle d'Okina devait désormais être tenu non par le doyen de la troupe, mais par son chef en personne, celui qu'on désigne du nom d'Iemoto, chef de lignée. En l'occurrence, il s'agissait de Kannami, premier chef de la lignée Yuzaki Kanze et père de Zéami. Dans leurs écrits théoriques, Zéami et son gendre Komparu Zenshiku ont toujours insisté sur le rôle primordial que le personnage d'Okina tenait dans l'art du théâtre No. Dans le No Okina, les masques d'Okina et de Sambaso n'interviennent que dans la seconde partie de la pièce. La représentation d'Okina est toujours précédée d'une cérémonie de purification. La veille, les masques sacrés sont exposés dans une cella, sur un autel, avec le saké rituel adressé en offrande aux divinités célestes et terrestres, les kami. Ainsi, les masques, imprégnés de l'essence divine, donnent aux acteurs le pouvoir de transmettre la force et l'esprit des dieux à travers les figures qu'ils représentent. Il en va ainsi depuis les temps anciens. Tous les masques de No, on en dénombre aujourd'hui plus de 160 types distincts, 160, remontent à un modèle originel qui fut il y a longtemps le premier d'une série, en honmen, comme on l'appelle. Certains de ces masques uniques sont détenus dans les trésors des grandes familles qui exercent le No. Ils sont utilisés dans des représentations de très haut niveau, et si aujourd'hui un sculpteur souhaite faire une copie d'un de ces honmen, il lui sera interdit de l'examiner de près. Il ne pourra l'observer au mieux qu'un instant, à une distance respectable, comme s'il se regarde de loin,
devait lui suffire à s'en imprégner, à en absorber la quintessence, avant qu'il ne s'attaque à la création de son propre modèle. C'est d'ailleurs un des traits caractéristiques de l'art japonais ancien qui veut que tout objet créé, ici et maintenant, soit rattaché à son modèle d'origine parce que l'objet créé porte la quintessence du modèle d'origine et que depuis l'origine, cette quintessence a été véhiculée par tous les objets créés jusqu'à ce jour. Ainsi les masques de No que j'ai apportés ici. Et je dois spécifier qu'il y a vraiment un masque de No dans la vitrine dont a parlé Jacques Berchtel, c'est le masque Mambi, masque blanc de femme. Les deux autres sont inspirés, mais ne sont pas des masques de No. Tous les masques de No, donc, c'est d'ailleurs un des traits caractéristique de l'art japonais ancien qui veut que tout objet créé ici et maintenant soit rattaché à son modèle d'origine parce que l'objet créé porte la quintessence du modèle d'origine et que depuis l'origine, cette quintessence a été véhiculée par tous les objets créés jusqu'à ce jour. L'art est cette nécessité qui nous rappelle quotidiennement ce qui nous relie à nos origines, un lien qui nous coûterait d'être oublié. Ne jamais oublier le cœur à ses débuts. Tout est dit dans cette sentence de Zeami. Les plus anciens masques conservés à ce jour sont ceux d'Okina, sculptés par Kasuga, Miroku et Nikko, trois moines qui vécurent aux alentours du XIIe siècle, à une époque où s'exerçaient principalement deux formes ancestrales du théâtre No, le Sarogaku et le Dengaku. La première, le Sarogaku, qui tire ses racines de la Chine et de la Corée, était un divertissement à caractère varié consistant en des danses et pantomimes acrobatiques, tandis que la seconde, le Dengaku, de souche japonaise, mettait en valeur divers mythes agrestes au moyen de chants et danses des campagnes. Dès le début du XIVe siècle, d'immenses artistes font leur apparition, tels en Omi, la région du lac Biwa, au nord-est de Kyoto, l'extraordinaire Shakuzuru, qui était également acteur, comme la plupart des sculpteurs de masques de No. Shakuzuru se distingue par ses masques de démons et de divinités aux yeux exorbités. Tel encore Echi, aux très beaux masques de femmes mûres et de vieillards. Dans la foulée, toute une école dite d'Echizen émerge dans cette province de la côte nord avec des sculpteurs de grand renom. Ishihyo Hyoe, Tatsuemon, magnifique sculpteur de faces juvéniles, masculines ou féminines. Yasha, connu pour ses masques de démons et de monstres. Ko-ushi, pour ses vieillards courroucés. Enfin, Tokuwaka, pour ses figures spectrales de guerriers. Les maîtres s'adjoignent des disciples et la liste s'allonge. Au XVe siècle, ce sont de nouveaux maîtres qui se distinguent au Yamato, en Omi, en Echizen ou ailleurs. Ils ont pour nom Chigusa, Zoami, Shunwaka, Horai, Sankobo. Au XVIe siècle, ce sont Hanyabo, Shinkaku, Shimotsuma, Kongo Magojiro. Le XVIIe siècle verra émerger l'excellent Kawachi, de la lignée Omi Iseki, ou encore Zekan, Yukan et Tosui, de la lignée Ono Deme, ou encore Mitsuteru, de la lignée Deme Genkyu. Suivant son cours, la voie des masques de No va se perpétuer jusqu'à l'ère Meiji. Et là, c'est la fracture. En 1868, avec la chute des Tokugawa et le démantèlement de la caste aristocratique guerrière, le No et ses traditions sont sur le point de disparaître. L'acteur Umewaka Minoru, membre d'une importante famille affiliée à la lignée Kanzei, va alors battre le rappel et rassembler les maîtres qui s'étaient dispersés, persuadés qu'il leur fallait renoncer à jamais à l'exercice de leur art.
Les circonstances de ce sauvetage méritent d'être connues. En juillet 1853, Umewaka Minoru était en train de se produire dans les jardins du shogun Ieyoshi, quand la nouvelle annonçant l'arrivée du commodore Perry mit un terme prématuré à la représentation. Le commodore Matthew Calbraith Perry était en effet chargé d'une lettre du 13e président des États-Unis, Millard Fillmore, destinée au shogun et sollicitant de sa part l'ouverture de relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays. Le shogun était alors gravement malade et n'était plus à même d'assumer son pouvoir. Cet événement, apparemment banal, signa le déclin du No. Le monde était en train de déverrouiller l'empire du Levant. Les diverses familles de No firent rapidement banqueroute et les Umewaka n'en furent pas épargnés. Minoru vivait avec les siens dans une maison modeste située dans un quartier pauvre, se contentant de manger du riz bon marché. En dépit de la précarité, il chercha cependant à préserver son art et n'hésita pas à vendre habits et objets du quotidien pour acheter des masques et des costumes. Contre vents et marées, grâce à sa persévérance, l'art du No a ainsi pu subsister, et ses métiers corollaires avec. Seule la fabrication des masques va demeurer quelque temps assoupie. À défaut de sculpter de nouveaux masques, il s'agit surtout de maintenir les anciens en état. Mais le courant n'est pas mort. Une génération nouvelle de sculpteurs, née dès la fin du XIXe siècle, va en régénérer la tradition moribonde, parmi lesquels on peut citer les maîtres Irie Biho, Suzuki Keiun, Kitazawa Myoi, Nakazawa Ujiharu, Nakamura Naohiko, et dans la génération postérieure, à la Première Guerre mondiale, les maîtres Ishigora Koshun, Hashioka Kazumishi, Taniguchi Akiko, dont les trois de ces masques que je vais montrer sont d'œuvre, et surtout Hori Yasuemon, sans doute considéré comme le plus grand sculpteur de masques de son temps. Je lui ai rendu visite en octobre 2001. Il était âgé de 70 ans et, selon toute probabilité, il vit encore maintenant à l'âge de 90 ans. Maître Yasuemon est établi dans la ville de Fukuchiyama, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Kyoto. C'est une maison japonaise traditionnelle, dont l'entrée débouche rapidement sur une pièce rectangulaire d'une bonne quinzaine de mètres de long, peuplée en son milieu d'une vaste communauté des diverses figures apparaissant dans le théâtre No. 129 masques, distincts les uns des autres, alignés sur plusieurs rangées, et posés chacun sur un étui de brocart fourré de watine, soit quasiment toute la gamme des masques utilisés aujourd'hui dans le No, autant de visages portant gravés dans leurs traits des myriades de sentiments, dans l'attente qu'un acteur veuille bien leur donner vie. Toute la condition humaine, tout l'imaginaire de l'homme, sont ainsi exposés au regard certains de ces masques ne servant qu'à un seul personnage, pour une seule pièce. Les masques de Maître Yasuemon, vous en verrez dans le diaporama plusieurs, se distinguent à la fois par leur grande finesse et leur force de caractère. Les proportions sont réduites à l'extrême, l'expression qu'ils dégagent est hautement raffinée, quel que soit le personnage représenté. Je reste en contemplation devant deux masques de personnages aveugles, la face d'un petit moine portant toute la douleur d'une longue séparation, Yoroboshi, ou encore celle énigmatique d'un certain Senimaru, jeune musicien banni, dont les yeux clos sourient. Comment Maître Yasuemon a-t-il réalisé ce prodige? Un peu plus loin, je suis saisi par l'intensité des sentiments que dégagent les visages de femmes de tous âges. Folie contenue dans le masque Sakagami, vague à l'âme et lucidité fatale dans le masque Shakuni, charme délétère et perversité dans le sourire doré du masque d'Eiga, vous en aurez un exemple. Gaieté prime sautière dans le masque Koomotte,
je constate aussi que certaines des figures féminines les plus gracieuses ont été sculptées en 3 exemplaires, différenciés par d'infimes nuances. En déchiffrant les étiquettes, je constate que chacun de ces 3 masques, apparemment semblables, est désigné par un idéogramme distinct, celui de la neige, Setsu, celui de la lune, Getsu, et celui de la fleur, Ka, une triade que l'on prononce par contraction, Setsu Get Ka, et qui désigne 3 états de la beauté. Face de neige, face de lune, face de fleur. 3 faces, selon que la fleur symbolise la beauté naissante de la prime jeunesse, la lune, la beauté à son apogée de la deuxième jeunesse, et la neige, la beauté déclinante de la troisième jeunesse. Chacun de ces aspects constitue donc l'essence d'un masque, encore que l'aspect fleur soit celui qui domine le plus souvent, les aspects lune et neige étant plus singuliers. Par ailleurs, lorsque le rôle est celui d'une femme jeune ou vieille, s'il s'agit d'une figure bien vivante, l'acteur usera d'un masque adéquat pour l'interpréter. De même pour le rôle d'un vieillard, personnage bien vivant lui aussi dans la pièce. Comme il est aussi de règle que pour jouer une créature surnaturelle, l'acteur ne peut le faire qu'avec le visage abrité sous un masque approprié. Le visage de l'acteur porte en lui une réalité totalement incompatible avec les traits d'une créature irréelle, surgie d'un monde imaginaire. Le masque, donc, s'impose pour l'incarnation d'un dieu, d'un démon ou d'un spectre. À relever toutefois que plusieurs figures principales du théâtre no se jouent à visage découvert, hitamen, celle d'un homme jeune ou dans la force de l'âge, personnage en tout cas bien vivant dans la pièce. Le visage non masqué suffit à en exprimer la présence. Mais de plus, si son interprète est un acteur très âgé, son propre visage, aussi ridé soit-il, sera celui du jeune homme bien vivant représenté. En lui prêtant ses propres traits, l'acteur bannit toute expression de son visage. Son visage est donc le masque de son personnage, impassible, absolument neutre, comme contenu dans un état antérieur à toute forme d'expression, un état de potentialité latente. Dans le théâtre no, paradoxalement, il ne semble pas y avoir de technique appropriée quant à l'usage du masque. Le mot technique, d'ailleurs, n'est jamais utilisé. Ni exercice, ni entraînement spécifique, sinon celui de son propre visage. Dès son plus jeune âge, et jusqu'à l'âge adulte, l'acteur enfant ne porte pas de masque. La première fois qu'il en portera un, consacrera son entrée dans l'âge adulte. L'intronisation se fait au cours d'une représentation appelée Hatsuomotte, c'est-à-dire premier masque. Ainsi, jusqu'à l'âge adulte, l'acteur enfant n'aura porté son attention que sur la maîtrise et la non-expression de son propre visage. Cette maîtrise acquise lui permettra de procéder de la même manière une fois qu'il aura le visage masqué. Avoir un masque sur le visage ou ne pas en avoir, cela revient au même. Il y a tant d'expressions potentielles contenues dans un seul visage. Un visage peut en cacher un autre, peut en cacher une infinité d'autres. Que le visage soit masqué ou non, son expression inerte contient toutes les expressions non révélées possibles. Il faut donc lui donner vie. Un léger mouvement infléchira cette expression inerte, une face s'inclinant vers la terre sera imprimée de tristesse ou d'abattement, s'élevant vers le ciel, elle sera porteuse d'espoir ou implorante, pivotant à droite et à gauche suivant le rythme, elle engendrera plus ou moins d'affolement, et ainsi de suite.
j'ai apporté 3 masques, créés à ma demande par maître Taniguchi Akiko, une femme sculpteur que j'ai rencontrée au Japon il y a 40 ans. Elle me disait qu'avant d'entamer la sculpture d'un masque, il lui fallait toujours aller se recueillir dans un temple. Elle me disait que le masque n'est pas un objet quelconque. Sa manipulation exige des gestes rituels. Comme le No, il porte la transcendance. Une pièce de No est un événement de ce monde. Pour cette raison, sa représentation n'a lieu qu'une seule et unique fois et n'est jamais reprise les jours suivants. Le masque est la figure que porte le visage de l'acteur, qu'il soit masqué ou pas. Il est la consécration de l'événement étant unique en soi. Il est à la fois forme et non-forme, à la fois l'invisible au-delà du visible, tout comme le visible au-delà de l'invisible. Le No exprime ce qui n'était pas auparavant, tout comme ce qui est présentement et qui ne sera plus après. Issu de la vacuité, il devient forme, puis retourne à la vacuité en emportant dans son sillage la figure qu'il représentait ainsi que l'histoire qui la révélait. Le masque de No imposerait-il à lui seul ce processus? Une longue histoire, comme Werner Straub me l'avait écrit dans une dédicace il y a 30 ans à la Comédie de Genève. J'ai joué dans ce même théâtre 2 rôles masqués dans le Hamlet mis en scène par Benno Besson. Werner avait créé les masques des personnages de toute la distribution. À la fin d'une représentation, je l'avais surpris dans un local du théâtre où il était en train de ranger soigneusement chacune de ses créatures. Il leur parlait à voix basse et murmurait des mots que je ne parvenais pas à comprendre. Pour conclure cet exposé, j'aimerais citer, en relation avec le titre de la conférence, La face cachée du masque, un petit poème de Komparu Zenshiku qui pourrait servir de clé à cette face cachée. Un large miroir, en sa surface une forme, un simple reflet. L'avers contient, sache-le, la lumière du revers. Masu Kagami, Urawo Katachi no, Omote Nite, Omote wo Urano, Hikare Tomoshire. En dépeignant un miroir chinois biface, Zenshiku signifie que l'avers et le revers de ce miroir expriment l'interpénétration des aspects du réel manifesté et non manifesté. Je vous remercie. Pour détendre un peu l'attention de l'écoute, on va passer au diaporama que va commenter Philippe Nézère. Et ensuite... Vous me passez le micro, s'il te plaît. Bien sûr, je vais le faire. Et ensuite vous pourrez voir les masques de près. Il y a ici 3 masques de Werner Straub, les masques de Commedia dell'arte, dont un des masques qui a été utilisé dans le Malade imaginaire mis en scène par Guillaume. Et puis 4 masques de No, 3 sculptés par Taniguchi Akiko, maître Akira, et un par un disciple de maître Nakazawa Ujiharu. Voilà, à toi, mon grand. Alors, vous allez pouvoir retrouver, avec les illustrations que je vais vous montrer maintenant, les masques qui ont été décrits par Armen. Vous avez ici une première série de ces masques dits de Gigaku,
qui remonte, oui, 8e siècle, et dont l'usage est dans le fond perdu aujourd'hui. Dans le fond, il n'y a pas de texte, on ne sait pas très bien comment ils étaient utilisés, mais ils vous permettent de réaliser qu'à la capitale impériale de Chang'an, la capitale des Tang, il y avait une population d'une mixité extraordinaire. Vous allez voir des visages qui sont des visages persans, des visages indiens, des visages chinois, et qui, comme tout à l'heure Armen l'a évoqué, vous avez par exemple ici à gauche Balamon, et Congo, qui sont tous les deux des personnages inspirés de l'Inde. Vous avez aussi des visages de femmes. Alors malheureusement, la petite femme du royaume de Go, elle a perdu le nez, elle a vraiment reçu un méchant choc, mais admirez la coiffure. Et celle de gauche, vraiment, c'est typiquement le visage d'une femme de l'époque des Tang. Pensez aux petites statues que nous appellerions Tanaka presque chez nous, qui montrent les personnages de la cour des Tang en céramique. Encore d'autres personnages comme Konlon, Kunlun, le mont Kunlun, n'est-ce pas, ou Kongo, c'est-à-dire un des gardiens de l'entrée des temples bouddhiques. Vous avez ces deux personnages musclés, l'un la bouche ouverte, l'autre la bouche fermée, reflétant aussi la balance du yin et du yang. Et puis certains personnages qui ici font penser presque à des moines, ou à peut-être des bodhisattvas, avec leurs grandes oreilles de sagesse et leurs yeux bridés, qui visiblement alors là font appel à des visages plutôt chinois. Et puis arrive à la cour japonaise. La cour japonaise entretient des relations avec la Chine depuis toute la fin du VIe siècle jusqu'au Xe quasiment. Vous avez l'introduction du Bugaku que Armen a mentionné, et un des tout premiers masques, c'est celui que vous avez ici à gauche, qui est celui de Ran Liuo. C'est une danse magnifique. C'est l'histoire d'un jeune prince qui va à sa première bataille à l'âge de 17 ans, et il est tellement beau garçon que ses conseillers lui disent « Majesté, vous ne pouvez pas aller au champ de bataille comme cela, vous allez distraire par votre beauté vos soldats, il faut porter un masque. » Alors il porte un masque comme ça extraordinaire avec un dragon qui le surmonte, et paraît-il qu'il a gagné sa première bataille sans distraire ses soldats. L'autre masque ici à droite est un masque de démon comme on en retrouvera plus tard, mais un des plus anciens masques de démon que nous connaissions. Et voilà maintenant le masque dit Okina, ce masque qui vraiment se transmet de génération à génération et qui est porté ici dans le cliché de droite, qui est porté par Kanze Kiyokazu, le Iemoto, le chef de la lignée Kanze, à qui on est en train justement de le faire, de l'imposer, pour utiliser la terminologie de Nicolas Bouvier, avant qu'il ne danse cette fameuse danse d'Okina, une danse que j'ai entendue et vue plus d'une fois, et dont le texte reste quasiment incompréhensible aujourd'hui, parce que c'est une langue antique, c'est une incantation. Une incantation en onomatopée. En onomatopée, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Voici les masques que Armen a évoqué tout à l'heure, le Okina noir et l'autre Sambaso, qui sont donc les versions noires de ce même masque de vieillard. Vous remarquerez, je reviens en arrière, vous remarquerez que ces masques ont une mâchoire, une partie inférieure qui est séparée du masque et retenue par des cordons de lin ou de soie, je ne sais. Et donc, c'est une exception parmi tous les masques de l'eau que vous verrez par la suite,
où c'est les sols dont la mâchoire est séparée. Articulée, oui. Et là, nous arrivons au masque féminin. Alors là, vous verrez que parmi les personnages que tu as cités tout à l'heure, vous avez ici Liu Emon, qui est un de ces sculpteurs absolument remarquables qu'est-ce qu'on est au 15e siècle 16e siècle. Et où alors déjà la dynastie des Deme Yasuhisa, qui ont sculpté ces deux masques de femmes, de jeunes femmes. Koomote, c'est le masque de jeunes femmes. La manière de les distinguer, c'est l'expression d'une part, et aussi, mais alors il faut véritablement, je ne sais pas si j'arrive, non, j'ai pas de flèche, regardez la manière dont les cheveux sont disposés le long de la coiffure. Parfois les cheveux sont parallèles, parfois il y en a un qui est entremêlé, et ça permet de distinguer un masque de jeune femme d'un autre. Celui de gauche s'appelle Kohime, petite princesse. Et voilà justement Maître Kizuki, le grand ami d'Armen, qui est en train maintenant d'aider Kanze Kiyokazu, le chef de la famille Kanze, à poser un masque de jeune femme. Nous n'arrivions pas avec Armen à déterminer pour quelle pièce il le mettait. Encore d'autres masques qui montrent des femmes qui est le premier de Hori Yasuemon que Armen mentionnait tout à l'heure, et puis le masque de droite, Fukai, qui montre déjà une certaine tristesse. Elle est marquée par probablement la douleur ou les épreuves, et ça c'est un masque de Zekan, qui est un des grands sculpteurs du XVIe siècle lui aussi. Voilà les masques portés par exemple pour le vêtement de plume, Hagoromo. Certains d'entre vous se souviennent peut-être avoir assisté à la pièce de Hagoromo au théâtre, au bâtiment des forces motrices, il y a quelques années, quand Hayashi Kiemon Sensei était venu performer justement à l'occasion de l'automne de la culture japonaise. Nous ne savons pas. Il y en a un qui c'est... Alors, c'est Maître Kizuki qui était dans le costume coloré, oui, rouge, oui. Et l'autre s'est tiré d'un livre, Oui, d'accord. sur Oui. son commentaire. Et nous continuons avec des masques de femmes plus âgées, ou par exemple comme Yaseonna, qui veut dire la femme amaigrie, les épreuves du temps, et Deigan à droite, qui est un masque de Kawachi, dont Armen citait le nom tout à l'heure. Deigan, elle a la pupille de métal doré, qui indique que c'est une âme en souffrance. C'est déjà, je dirais, un fantôme. C'est un spectre, n'est-ce pas? Et vous verrez que plus tard, avec les masques d'hommes, vous verrez aussi d'autres masques qui ont justement les yeux en métal doré. Ici, vous avez deux magnifiques gravures de Tsukioka Kogyo, qui est un artiste de la fin de l'époque Edo, qui a vécu jusqu'au tout début du XXe siècle, si ma mémoire est correcte, et qui représente une pièce absolument remarquable qui s'appelle Dojioji. Un petit mot pour la situer. Il y a d'abord une histoire d'amour insatisfaite. Kiyohime, une jeune femme, est tombée amoureuse d'un moine fort joli garçon qui s'appelle Hanshin. Elle le poursuit de sa passion. Il demande à se réfugier. Il arrive au Dojioji, dans la province de Wakayama, et pour le cacher, l'abbé décide de faire tomber la cloche du beffroi et de cacher le moinillon, le jeune moine, sous la cloche. Elle arrive, elle se transforme en serpent dragon, elle enveloppe la cloche
et se consume. Alors quand on soulève la cloche finalement, on trouve le pauvre Hanshin à l'état de cendre, n'est-ce pas? La pièce de No. Oui. Alors la pièce de No, dans le fond, commence qu'après cela, la cloche étant bien entendu morte, elle a péri. On fait une nouvelle cloche et on s'apprête à l'inaugurer. L'abbé qui connaît l'histoire dit « Aucune femme ne sera autorisée à s'approcher de cette cloche pendant cette cérémonie. » Et arrive une shirabyoshi, c'est-à-dire une danseuse itinérante, fort jolie, etc. Et finalement, on ne peut pas lui refuser de danser en l'honneur de la nouvelle cloche. Alors, elle danse en l'honneur de la nouvelle cloche. Finalement, elle se retrouve sous la cloche, et quand on soulève la cloche, elle apparaît sous sa forme démoniaque. C'était de nouveau Kiyohime qui était venu pour honorer la cérémonie de sa présence. Un serpent. Donc, vous verrez que pour cette pièce de No, Maître Kizuki avait sorti toute une série de masques qu'il pouvait vouloir utiliser pour le premier acte, en quelque sorte, et le second acte, le Maijite et le Nochishite. Et il va faire son choix finalement. Ici, il utilisera Deigan et pour le Nochishite un masque Hanya, qui sont tous les deux des œuvres de Hori Yasuemon Sensei. Il avait aussi le choix de prendre soit Deigan, mais qui est plus terrifiant, que Omionna, qui est une femme déjà un peu mûre, mais qui n'a pas, que je sache, les pupilles dorées d'un spectre. Et finalement, le voilà qui nous montre ce magnifique Hanya, Akahanya pour le rôle du Nochishite. Les femmes prennent parfois de l'âge, elles sont parfois aussi possédées à des titres divers. Vous avez ici Hashihime, qui est ce masque étant uniquement destiné, si je me souviens bien, au rôle de Hashihime. Kanawa. Ah, et Kanawa aussi. Une autre histoire de femme jalouse. Et à droite, Yamamba, par le phénomène, et que là, je pense que j'ai dû tromper, ça doit être le Shakuzulu, celui-là. Je ne me souviens plus comment il s'écrit. Mais enfin bref, deux masques absolument merveilleux. La plupart de ceux que je vous montre ici sont issus de la collection de la famille Katayama, branche du Kanzei. C'est Shakuzulu. Oui, c'est Shakuzulu. Branche du Kanzei et acteur de No pour la cour impériale de Kyoto. Voilà justement alors un masque porté. Nous ne savons pas qui se cache derrière cette photo. À voir le visage assez rondouillard, on pourrait presque penser à Umewaka, mais je ne sais pas. Mais vous voyez très bien de face et de trois quarts de côté que le masque ne recouvre pas complètement le visage, qu'il est porté très légèrement plus haut que le visage, et que, alors imaginez ce que vous voyez à travers le... Je Oui. ajoute une petite chose Oui. sur le masque. Il faut savoir que le masque n'est pas sculpté en fonction du visage de l'acteur. Il n'est pas adapté. Oui. Donc un acteur qui a un visage un peu corpulent, un peu bouffi, le masque va rester... Les yeux non plus, les trous des yeux sont toujours à la même distance. Ça veut dire que l'acteur ne voit quasiment rien. Il faut que son œil soit en face du trou. Voilà. Et nous entrons maintenant dans les masques puissants, utilisés pour représenter des personnages, parfois des divinités, des êtres vraiment surnaturels, comme ces Beshimi, comme on les appelle, Kobeshimi, le petit Beshimi de Kawachi, ou bien le Chore Beshimi, qui est là pour représenter visiblement un fantôme, mais représentant une grande puissance naturelle. Un autre de ces masques extraordinaires, c'est celui de Otobide, qui est utilisé pour
entre autres le nom qui s'appelle Idaten, représentant une divinité bouddhique qui vient à la rescousse d'une relique de Bouddha, d'où le nom de cette pièce qui s'appelle Shabi, la relique. Et puis voilà les masques masculins. Alors pour ceux qui ont lu le dit du Genji, on peut très bien associer ce visage d'homme à un kindachi, comme on l'appellerait en japonais, c'est-à-dire un homme de la cour, probablement d'assez haut rang, parce qu'il est la chujo, avec les sourcils rasés, mais les sourcils rajoutés comme dans le fond sur le front, et ce regard, ces sourcils un peu froncés, et ce regard presque un peu inquiet qui le caractérise. À droite, vous avez là un visage de vieillard, qu'on appelle Ko-Ushijo, et qui aussi, lui, date du probablement 15e siècle. C'est du nom de sculpteur Ko-Ushi. C'est un... Oh, je ne savais pas. Tu m'apprends toujours quelque chose. Petite vache Ko-Ushi. C'était donc le nom du sculpteur. Vous avez ici deux masques de jeunes garçons. On en voit assez souvent dans des pièces de No. Un doji, c'est-à-dire un jeune homme, et un adolescent, ou un kashiki. Kashiki, c'était le nom qu'on donnait aux jeunes serviteurs des temples bouddhistes, et c'est la mèche qui tombe sur le front qui permet de différencier entre le Chugashiki, le Ogashiki ou le Kojagashiki, suivant l'épaisseur de la mèche qui lui tombe sur le front. Tout cela sont des masques. Celui de droite appartenait à la collection d'un très regretté ami, Monsieur Handa, qui a pratiqué le No et qui sculptait lui-même des masques de No, mais ça c'est une pièce ancienne qui appartenait à sa collection. Ici, le masque du jeune prince né aveugle et donc banni de la cour impériale, Semimaru, connu comme musicien et comme poète, à gauche, et à droite, le masque Kantan, par Iseki, aussi un des noms que tu as mentionné tout à l'heure, appartenant à la collection Handa. C'est le caractère qui s'appelle, ce masque n'est utilisé que pour cela, je crois, qui s'appelle Rosei, un candidat aux examens du mandarinat qui est en voyage et qui, à Kantan, demande l'hospitalité de l'auberge. On lui met à disposition un oreiller et en s'assoupissant sur cet oreiller, il voit un rêve extraordinaire où il voit arriver l'ambassadeur de l'empereur de Chine qui lui demande de devenir ministre. Et puis il rêve, et quand il se réveille, eh bien, il n'est plus que Rosei, ayant fait coincer une bulle, comme on dirait chez nous, fait une petite sieste sur ce fameux oreiller de Kantan. Voilà deux personnages masculins aussi, Mikazuki, par Ryuzaemon, qui est aussi un de ses grands artistes. Alors vous voyez typiquement les pupilles de métal doré et qui montre un de ces samouraïs du Heike Monogatari probablement et qui n'a pas trouvé le repos, n'a pas réussi à entrer en paradis et qui donc reste âme tourmentée et qui vient tourmenter les humains aussi de temps en temps. Et puis un autre alors, qui, Shunkan, c'est un personnage qui, au moment où la pièce est représentée, est encore vivant. Shunkan a malheureusement participé à un coup d'État fourré à la cour de Heian. Il a été banni sur une île déserte avec d'autres personnages, et quand le bateau vient avec le pardon impérial, il est le seul dont le nom ne soit pas mentionné dans la lettre de pardon, et il reste pour compte sur cette île. Et vous voyez le visage absolument désespéré de cet homme qui va rester là, seul en exil sur une île quasiment déserte.
voilà un autre masque, aussi appartenant, je crois, à la collection Handa, qui est celui de Yase Otoko, et qui sera utilisé pour la pièce dite Fujito, histoire d'un pêcheur qui a été assassiné et dont l'âme demande à être récompensée. Et encore deux masques masculins, Heita, aussi avec les pupilles dorées, les deux d'ailleurs, et qui sont là pour représenter les âmes tourmentées, un de Heita, un masque très ancien lui aussi, Yamato, et l'autre Yorimasa, qui est utilisé uniquement pour la pièce où apparaît Minamoto no Yorimasa. Et finalement, deux personnages assez terrifiants, le Ayakashi, Ryo no Ayakashi, qui est aussi un personnage terrifiant, une âme tourmentée, ou O Akujo, un personnage aussi, lui aussi, une âme tourmentée, mais là, d'un personnage beaucoup plus âgé. Nous arrivons ici aux êtres surnaturels, celui de Shoujo, qui là est une pièce de la collection Katayama et qui a été donnée, semble-t-il, à la famille Katayama par l'empereur régnant de l'époque, d'où la note de Chokumotsu, c'est-à-dire pièce de transmission impériale. Et vous voyez ici, à droite, l'illustration de Tsukioka, comment il s'appelle déjà, Kojo, pour la pièce Shoujo, être surnaturel, vivant au bord de l'océan, et étant capable de boire du saké, il adore le saké, étant capable de boire du saké sans limite, et sans pour autant perdre le contrôle de lui-même. Vous avez ici un exemple de ce que Armen mentionnait tout à l'heure, de Hitamen, c'est-à-dire de visage découvert. Il s'agit ici de la pièce Sagi, le héron, et là, en l'occurrence, c'est Kanze Yasuhide qui joue la pièce Sagi, une pièce assez extraordinaire. L'empereur retiré et ses assistants se promènent, ils voient de loin un héron et ils le trouvent très beau, et l'empereur donne l'ordre à un des samouraïs de sa suite d'aller demander au héron de bien vouloir danser pour lui. Alors le samouraï s'approche du héron et lui dit l'empereur vous donne l'ordre de danser pour lui, ayez la gentillesse de bien vouloir obtempérer. Et le héron se soumet à la volonté impériale, danse, et à la fin de l'exercice, l'empereur, disons, donne le 5e rang junior à la cour au héron et au samouraï qui avait transmis l'ordre impérial. Donc c'est une pièce magnifique qui est jouée visage dénudé. Et puis pour finir, alors on finit avec ces masques que je vous demande d'éviter de vous remémorer dans vos rêves, parce qu'ils risqueraient de vous empêcher de dormir. Un masque à droite, Kuro Hanya, le Hanya noir, de Hori Yasuemon, et un autre, le serpent, Ja, qui est un masque ancien, qui serait tout à fait aussi portable pour le Nochishite de la pièce Dojoji que nous avons évoquée tout à l'heure. Et pour terminer, voilà, je pense, c'est Kizoki, qui joue là? Je ne crois pas, non. Non, enfin bref, c'est le masque démoniaque porté par Aoi Noe, référence... Kyokazu, je pense. Oui. Ah, d'accord. Référence au Genji Monogatari, où Aoi Noe, une des maîtresses du prince Genji, un peu délaissée, vient torturer l'âme de la jeune épouse du prince. Rokujo Miyasugokoro. Et voilà. Voilà le voyage que nous avons fait à travers les masques japonais que vous avez entendu évoquer tout à l'heure. Nous allons vous montrer les masques et les dévoiler. Nous vous demandons simplement de regarder avec vos yeux seulement. Et je vous remercie de votre attention.
j'ai choisi ce masque de Werner Trupp, j'en ai pas mal des masques de Werner. Il a un numéro 13, ça veut dire que c'est le 13e masque qu'il avait sculpté. Donc c'est un masque qui peut-être représente un personnage de comédie dell'arte qui pourrait être soit Pantalone, soit Pulcinella. Ça donc c'est un masque qui avait été fait pour le Malade imaginaire, qui avait mis en scène Guillaume. Ces personnages de comédie dell'arte apparaissaient dans les intermèdes d'un acte à l'autre et semaient un peu le désordre sur scène. Et ça c'est un Zanni, demi-masque, Brighella. Ce qui était intéressant quand on a fait ce travail avec Guillaume, c'est qu'on avait opté pour des masques qui avaient une facture plus naturaliste, c'est-à-dire l'expression du personnage plutôt correspondante à un animal. Donc chat, chien, oiseau, etc. Donc c'était à cela que s'était ingénié Werner Trupp pour sculpter et pour concevoir ces masques de comédie dell'arte. Celui-ci, comme celui que j'ai mis au départ, ce sont des masques qui n'ont pas servi dans le Malade imaginaire, mais c'est un masque de docteur Lombardi, personnage pédant, de médecin ou de savant ridicule. Et je lui avais proposé de s'inspirer un peu de l'expression de Lévi-Strauss, c'est assez ça. Et l'autre, c'est un masque dont je me souvenais parce que j'ai travaillé avec ce masque dans les cours chez Jacques Lecoq, de Tartaglia, personnage figure bègue, qui avait été créé avec ses oreilles un peu décollées par Amleto Sartori. Donc Werner l'a fait à partir de croquis que je lui avais donnés. Alors on va dévoiler. Je te propose Oui, très bien. de les déplacer comme ça. On peut les déplacer Parce que ici. ça permet... On va faire le contraire. Comme tu veux. Non, mais c'était pour avoir plus de place pour les masques de nos. On va les mettre ici. Ah, d'accord. Ça, c'est un Hanya, donc fait par Taniguchi Akiko. Deigan avec les yeux dorés. Donc ici, ce masque, ces yeux globuleux sont traités en cuivre et travaillés d'une façon, c'est très difficile à obtenir ces courbes en travaillant le cuivre. Donc tous ces personnages démoniaques, monstrueux, avec des gros yeux globuleux, sont faits en métal. Alors que le masque d'Eigan, qui est très étrange, est presque dangereux, quoi. Parce que c'est une femme qui est le spectre d'une femme qui est possédée par un amour délétère. Elle réapparaît sous ses traits. Donc on l'utilise pour la pièce notamment de Dojoji. Et les yeux et le sourire, les dents sont faits en or, c'est peint. Là, il n'y a pas de métal. Et puis une autre chose qui est intéressante, ce masque-là, c'est un masque Magojiro, donc celui d'une très jolie courtisane. C'est un personnage vivant. Les trous pour les yeux sont carrés. Et Taniguchi me disait que ça rend l'œil vivant, alors que si on regarde les trous des yeux du masque Deigan, ils sont ronds, ça donne un regard beaucoup plus glauque. Donc c'est des petites nuances qui sont sensibles mais quasi imperceptibles. Ça vous le remarquez si vous approchez du masque en question. Là en fait je crois qu'elle l'avait signé. Oui, celui-ci est signé. Il faut regarder aussi l'intérieur, donc pas les toucher n'importe comment. Mais enfin, c'est toujours très, très brut. Et le masque que Philippe va vous montrer est un masque assez étonnant, je veux dire, quand on regarde l'intérieur. Oui, ça c'est un masque de Kyogen. Le Kyogen est donc la partie, la
la phase de comédie, je dirais, ou la phase qui est faite pour dérider le public entre deux pièces de No. Et ça, c'est un masque de Kyogen qui a une histoire amusante parce que je l'ai acquis à Genève, on me l'a présenté et j'avais aucune idée de ce que c'était. Et j'ai été le montrer justement à Katayama Kuroemon, trésor national vivant mais décédé depuis, et qui m'a montré d'autres masques de cette époque en disant « Tu vois, ça c'est Muromachi », c'est-à-dire on est probablement au XVe siècle, ou début XVIe encore. Et vous verrez, bon, c'est simplement le Otafuku, c'est ce personnage féminin qui est censé vous apporter le bonheur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pour vous de voir comment le masque est fait et sculpté à l'intérieur. Je crois que... Voilà. Approchez-vous. Terminé. Parce que...